Imaginez une nuit calme, sans lune. Vous levez les yeux vers un ciel parsemé de myriades d'étoiles. Chaque point lumineux est un soleil lointain, peut-être entouré de ses propres planètes. L'univers vous paraît infini, rempli de merveilles. Et maintenant, imaginez qu'un des télescopes les plus puissants jamais créés par l'humanité pointe son objectif vers une parcelle minuscule et apparemment anodine de ce même ciel. Il observe pendant des heures, des jours, des semaines, capturant la lumière qui a voyagé pendant des millions d'années. Et là, sur l'image composite, au milieu de cet océan de galaxies et de nébuleuses, les scientifiques distinguent quelque chose d'impossible. Une ombre, parfaitement nette, d'un noir de jet absolu. Le plus étrange, rien ne semble pouvoir la projeter. Ce n'est pas seulement une zone sombre, c'est un vide là où il devrait y avoir quelque chose. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de ce cliché mystérieux. Nous allons tenter de comprendre ce que le télescope a réellement capturé et pourquoi cette ombre sans objet est devenue l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique contemporaine. Préparez-vous à un voyage tranquille jusqu'aux confins de l'univers connu, là où les lois de la physique se heurtent à l'inexplicable. Pour saisir toute l'ampleur de cette énigme, évoquons d'abord l'instrument qui l'a révélé. Il s'agit du télescope orbital hypothétique, baptisé l'œil de l'horizon. Ce n'est ni Hubble ni James Webb, mais un appareil fictif de nouvelle génération, conçu spécifiquement pour détecter les objets les plus lointains et les plus faibles de l'univers. Son miroir principal, composé de centaines de segments hexagonaux, frôle les 50 mètres de diamètre. Une telle taille lui permet de capter des photons qui voyagent vers nous depuis l'aube des temps. Le télescope opère sur un spectre très large, de l'infrarouge à l'ultraviolet, ce qui lui donne la capacité de percer les nuages de poussière et d'analyser la composition chimique d'étoiles extrêmement éloignées. Le projet Champ profond constituait sa mission principale. Le télescope devait observer le même point dans le ciel, situé dans la constellation du Four, pendant plusieurs mois, afin de créer l'image la plus détaillée de l'univers jamais réalisée. C'est au cours de cette mission, en analysant des téraoctets de données, que l'équipe de l'astrophysicienne, la docteure Evelyn Reed, a détecté l'anomalie. Ce n'était pas simplement une zone pauvre en étoiles. C'était une tache de noirceur absolue, capable d'absorber ou de bloquer la lumière émise par les galaxies situées derrière elle. De telles zones sombres existent, mais elles ont toujours une cause physique connue. Un nuage de gaz dense, par exemple. Ici, rien. Aucune cause évidente. C'est ainsi que débuta l'histoire qui allait obliger les scientifiques à reconsidérer les fondements mêmes de notre compréhension du cosmos. Sans surprise, la première réaction de l'équipe du Dr Reed fut d'incriminer une erreur. Dans un instrument aussi complexe que l'œil de l'horizon, une défaillance pouvait survenir n'importe où. Il pouvait s'agir d'un simple pixel mort sur la matrice gigantesque du détecteur. Ou peut-être qu'une particule cosmique de haute énergie avait frappé le capteur à un moment inopportun, provoquant une panne temporaire. Les premières semaines furent consacrées à une vérification minutieuse de l'équipement. Les ingénieurs sur Terre menèrent des centaines de tests, analysant la télémétrie du télescope à chaque instant d'observation. Ils vérifièrent le calibrage des miroirs, l'état du système de refroidissement cryogénique et le fonctionnement du logiciel traitant les données brutes. Tous les systèmes fonctionnèrent normalement. Aucune anomalie, aucune défaillance n'était signalée. Et le soupçon s'est alors reporté sur un artefact lié au traitement de l'image. Peut-être que les algorithmes qui assemblaient des milliers de clichés séparés pour former une seule image panoramique avaient dysfonctionné, créant cette tache noire. Les programmeurs ont réécrit une partie du code, utilisé des méthodes de traitement alternatives. Mais l'ombre est restée exactement où elle était, sans changer de forme ni de taille. C'était une partie réelle des données, et non un fantôme dans la machine. Cette phase
d'exclusion des erreurs techniques était cruciale. Elle permettait de séparer un incident technique banal d'une potentielle grande découverte. Chaque nouvelle vérification, confirmant l'intégrité du télescope, ne faisait qu'augmenter l'excitation et la perplexité au sein de l'équipe. Il se tenait au seuil de quelque chose de nouveau, et ce nouveau phénomène n'avait, pour l'instant, aucune explication. L'ombre n'était pas seulement une tache sombre, elle se comportait comme un absorbant de lumière parfait, bloquant le rayonnement des galaxies lointaines dont la luminosité était pourtant visible tout autour de l'anomalie. Cela signifiait que quelque chose se trouvait physiquement entre nous et ces galaxies. Mais quoi? Une fois les pannes techniques totalement écartées, les scientifiques se sont tournés vers les explications purement astronomiques. La première hypothèse, et la plus évidente, était celle d'une nébuleuse obscure. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite une multitude de ces objets. Ce sont des nuages gigantesques de gaz et de poussière moléculaire extrêmement froides, si denses qu'ils bloquent intégralement la lumière des étoiles situées derrière eux. Sur les clichés, ils apparaissent marchés comme des trous noirs dans le ciel étoilé. L'exemple le plus célèbre est le sac de charbon, ou nébuleuse du sac de charbon, dans la constellation de la Croix du Sud. Le Côte Zulcis ombre, observée, pouvait-elle être de cette nature? L'équipe a alors pointé d'autres instruments de l'œil de l'horizon vers l'objet, en particulier ses capteurs infrarouges. Le fait est que, même si la poussière de ces nébuleuses est froide, elle émet malgré tout une faible chaleur dans le spectre infrarouge. C'est un peu comme chercher un chat noir dans une pièce sombre avec une caméra thermique. Mais quand ils ont examiné le ombre en lumière infrarouge, ils n'ont rien détecté. Le zéro absolu. Aucune émission. C'était extrêmement étrange. N'importe quel nuage de poussière, même le plus froid, aurait dû émettre un minimum de lumière thermique. De plus, les bords de cette ombre étaient trop nets, trop parfaitement définis pour un nuage de gaz et de poussière. Les nébuleuses possèdent généralement des limites floues, voire fractales, alors que cette anomalie était presque parfaitement circulaire, comme si elle avait été découpée au compas. Cette géométrie idéale contredisait la nature chaotique des nuages interstellaires. L'hypothèse de la nébuleuse obscure, qui paraissait si logique, s'est effondrée dès la première vérification sérieuse. Le mystère ne faisait que s'épaissir. Si ce n'était ni de la poussière ni du gaz, qu'est-ce qui pouvait bien bloquer la lumière avec une telle perfection, sans laisser aucune autre trace de sa présence? Vient ensuite le tour du prochain suspect sur cette liste d'objets astronomiques, le trou noir. Plus précisément, un trou noir de masse stellaire qui aurait pu se retrouver exactement sur notre ligne de visée. Un trou noir est invisible par nature, mais sa gravité colossale influence profondément l'espace environnant. L'un des effets majeurs de cette influence est la lentille gravitationnelle. Un objet massif, tel qu'un trou noir, déforme la lumière des galaxies situées derrière lui, un peu comme une lentille courberait des rayons lumineux. Si ce trou noir s'était trouvé précisément entre nous et une galaxie lointaine, nous aurions dû observer des distorsions caractéristiques. La lumière de la galaxie lointaine aurait pu former un anneau connu sous le nom d'anneau d'Einstein ou se manifester sous la forme de plusieurs images distinctes. L'équipe du docteur Reed a analysé méticuleusement la lumière provenant des galaxies situées juste au bord de cette mystérieuse ombre. Il recherchait le moindre signe de distorsion gravitationnelle. Mais rien. La lumière de ces galaxies d'arrière-plan était parfaitement intacte. Elle s'interrompait brutalement à la limite de l'ombre, comme si quelqu'un avait déployé un rideau absolument noir dans l'espace. C'était un argument majeur contre l'hypothèse du trou noir. Certes, on aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'un trou noir de très faible masse, n'entraînant pas de lentilles notables, mais dans ce cas, il n'aurait pas pu projeter une ombre aussi vaste. C'était une contradiction flagrante. De plus, même les trous noirs isolés sont souvent entourés d'un disque d'accrétion,
de la matière qui y tombe, chauffée à des températures extrêmes, émettant ainsi des rayons X. Duckedy. Le balayage de la zone aux rayons X n'a absolument rien révélé non plus. Aucun signe d'activité. L'objet était entièrement silencieux, tant du point de vue gravitationnel qu'électromagnétique. Il était simplement là, bloquant la lumière, sans se manifester d'aucune autre manière. C'était comme essayer de décrire un fantôme. Il existe, mais aucun instrument ne parvient à le capter. L'hypothèse du trou noir a donc été écartée, tout comme les précédentes. La liste des explications standards arrivait à sa fin. En science, lorsque les explications habituelles échouent, il est temps de faire place à des idées plus audacieuses, voire franchement exotiques. L'équipe a commencé à envisager que cette ombre puisse être quelque chose que nous n'avions jamais observé auparavant. L'une de ces idées était celle d'un objet composé de matière étrange. Selon certains modèles théoriques, dans des conditions extrêmes, comme au cœur des étoiles à neutrons, les protons et les neutrons pourraient fondre en une sorte de soupe primordiale de leurs constituants, les quarks. Si les quarks dits étranges dominaient cette soupe, une forme stable de matière, connue sous le nom de matière étrange ou strangelée, pourrait se former. Théoriquement, un tel objet serait incroyablement dense et absolument noir, n'émettant ni ne réfléchissant aucune lumière. Il ne provoquerait pas de fort effet de lentille gravitationnelle si sa masse n'était pas excessive. Cette piste semblait prometteuse. Cependant, cette hypothèse comportait un hic. D'après la théorie, si un strangelet entrait en collision avec de la matière ordinaire, il commencerait à la convertir catalytiquement en matière étrange. Ce processus serait irréversible et s'accompagnerait d'un puissant dégagement d'énergie. Or, l'objet observé semblait exister dans l'espace depuis des millions, voire des milliards d'années. Pendant tout ce temps, il aurait dû entrer en collision avec des particules de gaz interstellaires. Mais aucun signe d'une telle interaction, aucune émission d'énergie n'a été détectée. L'objet était non seulement silencieux, mais aussi complètement inerte. Il n'interagissait pas avec son environnement. Cela rendait l'hypothèse de la matière étrange peu probable. Elle expliquait la noirceur de l'objet, mais pas sa passivité. Les scientifiques se retrouvaient à nouveau dans une impasse. Chaque nouvelle théorie semblait résoudre un problème, pour aussitôt en créer un autre. L'énigme devenait de plus en plus complexe, et apparemment, il n'y avait pas de réponse simple. Une fois épuisées toutes les hypothèses basées sur la matière, même la plus exotique, l'attention des scientifiques s'est tournée vers le tissu même de l'espace-temps. En cosmologie, on émet l'hypothèse de défauts topologiques, des résidus des premiers instants de l'univers lorsqu'il subissait des transitions de phase comparables à la congélation de l'eau. Les cordes cosmiques sont un type de ces défauts. Ce sont des filaments d'énergie hypothétiques, incroyablement minces, mais d'une densité extrême qui pourrait s'étendre sur des distances colossales. Si une telle corde, enroulée en boucle fermée, croisait notre chemin, son comportement serait très étrange. Elle n'émettrait ni n'absorberait de lumière au sens classique, mais sa densité d'énergie colossale générerait un champ gravitationnel puissant. Cela nous ramenait inévitablement au problème de la lentille gravitationnelle qui, encore une fois, n'avait pas été observée. Toutefois, certaines théories suggéraient des défauts plus complexes, comme les Pucksin, murs de domaine, des membranes bidimensionnelles séparant différentes régions de l'état de vide. Un tel mur, si on l'observait de profil, pourrait bloquer la lumière sans générer de puissants effets gravitationnels sur ses bords. C'était une supposition hautement spéculative, située à la limite de la physique théorique contemporaine. La vérifier était pratiquement impossible. Il s'agissait davantage d'un exercice philosophique que d'une hypothèse scientifique prouvable. Néanmoins, le fait même que les scientifiques débattent sérieusement de telles idées illustrait à quel point leur découverte était singulière.
Ils étaient prêts à envisager d'avoir jeté un regard derrière les coulisses de notre réalité habituelle et d'y avoir aperçu quelque chose qui ne cadrait absolument pas avec le modèle cosmologique standard. Tradisin. Peut-être que cette ombre n'était pas un objet flottant dans l'espace, mais un défaut de l'espace lui-même. Cette pensée était à la fois terrifiante et incroyablement fascinante. Elle ouvrait les portes d'une physique entièrement nouvelle. C'est ici que nous abordons l'une des hypothèses les plus fascinantes et peut-être la plus cruciale qui a émergé de ces discussions. Et si nous n'avions pas affaire à une absence de lumière, mais à l'absence de quelque chose de complètement différent? Et si ce n'était qu'une ombre dans le champ de la matière noire? Rappelons-nous ce qu'est la matière noire. C'est cette substance mystérieuse qui représenterait environ 27% de la masse énergie totale de l'univers. Nous ne pouvons pas la voir. Elle n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière. Son existence n'est confirmée que par son influence gravitationnelle sur la matière visible, les étoiles et les galaxies. Maintenant, imaginons que la matière noire ne soit pas parfaitement homogène. Et si, tout comme la matière ordinaire, elle pouvait former des concentrations et, inversement, des zones de vide? Et si cette ombre observée n'était pas un objet bloquant la lumière, mais une sorte de bulle ou de trou dans la répartition de la matière noire? Une telle bulle exercerait une gravité moindre que l'espace environnant. La lumière des galaxies lointaines, en passant par les bords de ce trou, subirait alors une sorte de répulsion plutôt qu'une attraction, un phénomène connu sous le nom de l'antillage gravitationnel négatif. Ceci aurait pour conséquence de rendre la zone plus sombre, car la lumière provenant d'elle serait en réalité dispersée ou déviée vers l'extérieur. Cette hypothèse était à la fois élégante et séduisante. Elle expliquait l'absence d'émission, l'absence de l'antillage gravitationnel classique et même les contours nets de l'anomalie. Mais elle souffrait d'un inconvénient majeur. Elle restait purement théorique. Nous ignorons toujours la composition exacte de la matière noire. Et nous ne savons encore moins si elle peut former des bulles aussi stables. Si cette idée se confirmait, ce serait la première observation directe de la structure de la matière noire, une découverte digne du prix Nobel. L'équipe du Dr Reid a réalisé que pour valider cette théorie, il leur faudrait de nouvelles données, de nouvelles observations, peut-être même obtenues avec des instruments radicalement différents. L'annonce de cette découverte, malgré tous les efforts pour la maintenir secrète, a commencé à filtrer au sein de la communauté scientifique. D'abord sous forme de rumeurs, puis via des messages anonymes sur les forums d'astrophysiciens. Lorsque l'article de l'équipe du Dr Reid fut finalement publié dans une revue scientifique de prestige, l'effet fut celui d'une bombe. Le monde scientifique se scinda immédiatement en deux camps. Les sceptiques avançaient qu'il s'agissait sans doute d'un artefact jusqu'alors inconnu, ou d'une combinaison rare de phénomènes bien établis qui ne faisaient qu'imiter cette ombre. Ils exigeaient des preuves plus solides, une confirmation indépendante émanant d'autres observatoires. De l'autre côté, de nombreux scientifiques accueillirent la nouvelle avec enthousiasme, y voyant le signe que nous étions aux portes d'une nouvelle physique. Une véritable course s'engagea. Les plus grands télescopes du monde, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, modifièrent leur programme d'observation pour braquer leur regard vers cette zone mystérieuse de la constellation du Fourneau. Les radioastronomes y dirigèrent leurs antennes géantes, cherchant à capter le moindre signal. Les spécialistes des neutrinos et des ondes gravitationnelles se joignirent également à la quête. Chacun voulait prendre part à cette découverte historique. Pour l'équipe d'Evelyn Reid, ce fut une période éprouvante. D'un côté, ils étaient au centre de toutes les attentions. De l'autre, une responsabilité écrasante pesait sur leur épaule. La moindre erreur dans leurs calculs initiaux aurait pu ruiner leur réputation. Ils vérifièrent et revérifièrent leurs données sans relâche, repoussant les attaques des critiques tout en s'efforçant de trouver de nouvelles preuves
pour étayer leur thèse. L'atmosphère était électrique, chargée d'une attente fiévreuse. Le monde entier, retenant son souffle, attendait la sentence des autres télescopes. Allait-il confirmer l'existence de cette ombre ou la démentir? Dans le domaine scientifique, et plus encore en astronomie où l'on étudie des objets situés à des distances inimaginables, la confirmation indépendante est considérée comme la règle d'or. Une simple observation, même la plus probante, n'est jamais qu'une coïncidence potentielle. Mais lorsque 2 ou 3 télescopes distincts, placés aux 4 coins du globe ou dans l'espace, observent rigoureusement la même chose, cela s'impose comme une réalité. La première confirmation est venue de l'Observatoire européen austral, l'ESO, au Chili. Leur très grand télescope, le VLT, utilisant pourtant une technologie et des méthodes d'analyse de données différentes, a photographié la même zone du ciel. Et l'ombre était bien là. Elle était rigoureusement identique à celle capturée par le œil de l'horizon. Ce fut un coup de massue porté aux positions des sceptiques. Ensuite, le télescope spatial à rayon X, Chandra, est entré en jeu. Il n'a rien détecté, ce qui était paradoxalement attendu, mais ce rien constituait une confirmation vitale. L'absence totale de processus de haute énergie dans cette région de l'ombre. Le réseau de radiotélescopes ALMA, basé dans le désert d'Atacama, n'a pas non plus capté la moindre émission d'ondes millimétriques, ce qui a définitivement écarté l'hypothèse d'un simple nuage froid de gaz et de poussière. Étape par étape, observation après observation, la communauté scientifique est parvenue à un consensus clair. Cette anomalie est bien réelle. Il ne s'agit ni d'une erreur de mesure, ni d'un artefact. Dans l'espace lointain, il existe donc bel et bien quelque chose qui projette une ombre parfaitement noire et circulaire, sans se manifester par aucun autre moyen connu de la science actuelle. Dès lors, la question centrale n'était plus « est-ce que cela existe ?», mais « de quoi s'agit-il » Et sur ce point, les opinions restaient très divisées. Chaque équipe de scientifiques proposait sa propre théorie, parfois complètement fantaisiste, et les débats, que ce soit dans les salles de conférence ou sur les pages des revues scientifiques, s'enflammaient de plus belle. Parmi la multitude de théories débattues au sein de la communauté scientifique, il y en avait une que la plupart des chercheurs n'abordaient qu'à voix basse, murmurée dans les coulisses des conférences. C'était une hypothèse qui dépassait les explications naturelles habituelles, flirtant dangereusement avec le domaine de la pure science-fiction. Et si cette ombre était en réalité un objet artificiel? Et si ce n'était qu'une mégastructure édifiée par une civilisation extraterrestre extrêmement avancée? L'idée des fameuses sphères de Dyson avait été proposée par le physicien Freeman Dyson dès les années 60. Il avait émis l'idée qu'une civilisation parvenue à un certain seuil de développement chercherait à capter l'intégralité de l'énergie de son étoile. Pour ce faire, elle pourrait construire autour de celle-ci une sphère gigantesque, capable de collecter tout son rayonnement. Vue de l'extérieur, une telle sphère serait pratiquement invisible dans le spectre optique. Cependant, elle devrait inévitablement rayonner dans l'infrarouge, car elle dissiperait les surplus de chaleur. Or, l'ombre observée ne présentait aucune émission infrarouge, ce qui contredisait totalement l'idée classique de la sphère de Dyson. Mais, et si ce n'était pas une sphère, mais quelque chose d'autre? Par exemple, un écran gigantesque destiné à masquer une activité, ou bien un portail vers un autre univers, un trou d'absorption de la lumière. Ces idées n'étaient, bien entendu, que de pures spéculations. Aucune preuve de l'origine artificielle de l'objet n'existait. Mais il était tout aussi impossible d'infirmer cette hypothèse. Elle demeurait à la périphérie du discours scientifique, comme un rappel permanent que l'univers pourrait être bien plus étrange et bien plus peuplé que ce que nous voulons admettre.
Le docteur Reid et son équipe s'efforçaient d'éviter ce sujet dans leurs publications officielles, préférant se concentrer sur des modèles physiques vérifiables. Mais au fond d'eux-mêmes, chacun, fixant cette ombre parfaitement circulaire sur ses écrans, ne pouvait s'empêcher de se poser la question « Et si nous n'étions pas seuls ?» Mais revenons à des hypothèses plus scientifiques, bien que tout aussi époustouflantes. L'une d'elles concernait la théorie des cordes et l'idée des dimensions supplémentaires. Selon cette théorie, notre univers n'est pas la seule réalité existante. Il pourrait s'agir simplement d'une membrane tridimensionnelle ou brane flottant dans un espace-temps multidimensionnel que l'on appelle le hyperespace. Dans cet hyperespace, il pourrait exister d'autres branes, d'autres univers parallèles aux nôtres. Normalement, il nous est impossible d'interagir avec eux, car toutes les particules et forces connues, à l'exception de la gravité, sont piégées sur notre propre brane. Imaginez maintenant qu'un objet massif existe dans cet espace multidimensionnel. Il ne se trouverait pas dans notre univers, mais dans le grand hyperespace, très proche de notre brane. Nous ne pourrions ni le voir ni le toucher, mais nous pourrions ressentir son influence gravitationnelle. Et si cette ombre n'était qu'une sorte de projection gravitationnelle, la simple empreinte d'un tel objet venant d'une autre dimension? Cette idée, connue sous le nom de modèle du monde des branes, pourrait expliquer pourquoi nous observons cet effet gravitationnel, le blocage de la lumière, sans pour autant détecter la moindre source dans notre espace tridimensionnel. L'objet source n'est tout simplement pas ici. C'était une supposition incroyablement audacieuse, signifiant, en substance, que le télescope horizon des événements avait accidentellement photographié la projection d'un autre univers sur le nôtre. Cette théorie résolvait de nombreux problèmes. L'absence de rayonnement, l'absence d'interaction avec la matière, mais elle soulevait aussi de nouvelles questions, encore plus fondamentales. Si tel est le cas, quel est cet objet? Quel est cet autre univers? Et pourrons-nous un jour en savoir plus? Cette hypothèse déplaçait l'énigme du niveau purement astronomique au niveau métaphysique. Pendant que ces débats théoriques faisaient rage et que les astronomes du monde entier braquaient leurs télescopes sur cette mystérieuse ombre, l'équipe du docteur Reid a réalisé une percée majeure. L'un de ses doctorants, Ben Carter, un jeune programmeur talentueux, a décidé d'aborder le problème sous un angle complètement différent. Au lieu d'essayer de comprendre la nature de l'ombre, il a choisi d'analyser ses bords avec une précision inédite. Il a mis au point un nouvel algorithme capable d'augmenter la résolution du contour de l'ombre par 100 en analysant les fluctuations microscopiques dans la lumière des galaxies d'arrière-plan. Son superordinateur a mouliné les données pendant plusieurs semaines. Et puis, une nuit, le résultat est tombé. La frontière de l'ombre n'était pas parfaitement lisse. Sous un grossissement extrême, une structure est apparue. Ce n'était pas une rugosité aléatoire, mais un motif complexe, presque fractal, qui se répétait avec une précision mathématique. Mais le plus frappant n'était pas là. Ce motif n'était pas statique. Il changeait lentement, très lentement. Il respirait. La vitesse de ces changements était infime, un cycle complet prenant plusieurs mois, ce qui explique pourquoi personne ne l'avait remarqué auparavant. Cette découverte a tout chamboulé. L'ombre, statique et inerte, s'est révélée être un objet dynamique, voire vivant. Cela signifiait que, quelle que soit sa nature, cette chose possédait une structure interne et était le théâtre de certains processus. Cette révélation a immédiatement écarté une multitude d'hypothèses. Il était peu probable qu'un défaut topologique ou un trou dans la matière noire présente une dynamique aussi complexe et régulière. En revanche, cela pouvait confirmer l'hypothèse d'une origine artificielle. Peut-être s'agissait-il de processus technologiques à l'œuvre à la surface d'une mégastructure. Ou bien, il s'agissait d'un phénomène naturel totalement inédit, régi par une physique propre et encore inconnue.
L'équipe d'Evelyn Reed comprit qu'elle détenait désormais la clé du mystère. Il leur restait maintenant à déchiffrer la signification de ce motif. La découverte d'une structure dynamique à la limite de l'ombre a immédiatement déclenché une vague d'intérêt et de controverses. Des scientifiques du monde entier se sont efforcés de modéliser cette configuration observée. Les physiciens théoriciens élaboraient des modèles mathématiques sophistiqués pour tenter de reproduire ce souffle de l'ombre. Certains postulaient qu'il s'agissait peut-être des oscillations à la surface d'une étoile exotique, composée d'une forme de matière inconnue. D'autres penchaient pour des processus d'annihilation de matière noire, se déroulant à la périphérie de cette bulle. Ben Carter, le doctorant qui avait initialement repéré le motif, poursuivait son travail avec acharnement. Il cherchait désespérément un ordre caché, un signal dissimulé au sein de cette structure complexe. Il a alors appliqué aux données des méthodes de cryptanalyse, couramment utilisées pour décrypter les codes secrets. Il recherchait des séquences récurrentes, des régularités mathématiques, tout ce qui pouvait indiquer que le motif n'était pas le fruit du hasard. Et il a trouvé. Profondément enfoui dans ce bruit fractal, se cachait une séquence simple et répétitive. C'était une série d'impulsions qui se succédaient selon l'ordre des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11 et ainsi de suite. Cela ne pouvait être une coïncidence. La nature affectionne la symétrie, les fractales, mais elle n'utilise que très rarement les nombres premiers. C'était une preuve manifeste d'artificialité. C'était un signal. Quelqu'un ou quelque chose, dissimulé derrière cette ombre, transmettait le message le plus simple et le plus universel que l'on puisse imaginer, un message que toute civilisation intelligente, familière avec les bases de la mathématique, pourrait reconnaître. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était le premier contact. La prise de conscience de ce fait s'est abattue sur l'équipe comme une avalanche. Ils avaient passé des années à traquer la vie extraterrestre, écoutant les ondes radio dans le cadre du projet SETI, et ils venaient de la trouver là où personne ne l'attendait. Sous la forme d'une simple ombre sur une photographie du cosmos profond, l'instant où cette séquence de nombres premiers est apparue sur l'écran du moniteur a basculé l'existence de toutes les personnes présentes dans la pièce. Le choc initial a rapidement cédé la place à l'euphorie, suivi presque immédiatement par le poids écrasant de la responsabilité. Il détenait, potentiellement, la connaissance la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Que faire ensuite? Fallait-il en informer le monde? Une telle révélation provoquerait une réaction imprévisible, allant de l'allégresse générale à la panique la plus totale. Les gouvernements, les religions, l'intégralité de la structure sociale humaine risquaient d'être ébranlés jusque dans leurs fondations. Ou fallait-il garder le secret le temps d'en apprendre davantage? Mais en avait-il seulement le droit? Après de longs et pénibles débats, une décision fut prise. Il devait d'abord procéder à une triple vérification. Les données furent envoyées de manière anonyme à 3 groupes indépendants de cryptographes et de mathématiciens, présentés comme l'analyse de relevés géologiques. Les 3 groupes, sans se concerter, parvinrent à la même conclusion. La séquence n'était pas le fruit du hasard et représentait avec une probabilité de 99,9% un signal artificiel basé sur les nombres premiers. Tout doute était désormais écarté. Pendant ce temps, Evelyn Reed contactait la direction de son organisation, puis, par extension, les représentants des gouvernements mondiaux. Une commission internationale et secrète fut immédiatement mise sur pied pour gérer la situation. Scientifiques, politiciens, militaires, philosophes et même des théologiens se retrouvèrent pour décider du sort de cette connaissance. Le monde ignorait tout, mais derrière des portes closes, son destin était déjà en jeu. L'humanité n'était plus seule dans l'univers, mais elle n'en avait pas encore pris conscience. Tandis que les politiciens et les militaires débattaient des risques et des conséquences potentielles, les scientifiques, eux, poursuivaient leurs travaux. Leur tâche
principal était désormais de comprendre la nature de ce signal et l'identité de celui qui l'envoyait. Ils ont baptisé la source l'ombre. Un projet de surveillance continue de la limite de l'anomalie fut immédiatement lancé. Toutes les ressources disponibles furent immobilisées pour cette mission. Les chercheurs cherchaient à déceler une information plus complexe dans le signal. La séquence de nombres premiers n'était qu'une simple carte de visite, un moyen d'attirer l'attention. Quelque chose d'autre devait se cacher derrière. En utilisant des méthodes d'analyse beaucoup plus sophistiquées, ils découvrirent une deuxième couche d'informations, bien plus complexe, codée dans de subtiles variations de l'intensité et de la polarisation de la lumière à la frontière de l'ombre. Ce n'était plus une simple suite mathématique, mais un immense volume de données. Un long et laborieux processus de déchiffrement commença. C'était comme essayer de lire un livre écrit dans une langue absolument inconnue, sans le moindre dictionnaire. Linguistes, mathématiciens et spécialistes en théorie de l'information travaillaient jour et nuit. Ils recherchaient les concepts universels qui pouvaient former la base de ce langage. Les constantes mathématiques, comme pi ou le nombre de l'air, les lois physiques fondamentales, les schémas atomiques. Pas à pas, bit par bit, ils commencèrent à assembler cet incroyable puzzle. Les premières données décryptées furent des images. Des schémas ressemblant à des plans techniques apparurent sur les écrans. C'étaient des représentations d'étoiles, de galaxies et, le plus stupéfiant, un croquis ressemblant étrangement à la structure même du télescope, l'œil de l'horizon. Ils savaient que nous les observions. Ils n'envoyaient pas un simple signal dans le vide. Ils nous répondaient. La prise de conscience que l'ombre non seulement existait, mais qu'elle nous observait et pire, qu'elle nous répondait, fut un second choc, tout aussi violent que le premier. Cela changeait absolument tout. Ce n'était plus un monologue, mais un dialogue. Mais qui tenait l'autre bout de la conversation ? Les données déchiffrées ne fournissaient aucune réponse à cette question. Aucune image des créateurs, aucun texte sur leur histoire ou leur culture. L'intégralité des informations était purement scientifique et mathématique. C'était une sorte d'encyclopédie de l'univers qui nous était transmise. Elle contenait des connaissances qui dépassaient l'arbre et les nôtres de plusieurs siècles, voire de millénaires. Des formules décrivant la théorie du champ unifié qu'Einstein avait cherché toute sa vie. Des cartes de la répartition de la matière noire dans l'univers d'une précision inouïe, des technologies pour manipuler la gravité et voyager par des trous de verre. C'était un présent d'une valeur inestimable. Mais était-ce un cheval de Troie ? Certains membres de la commission secrète commençaient à exprimer de sérieuses craintes. Et si ces connaissances étaient dangereuses ? Et si, en essayant de les appliquer, nous provoquions notre propre destruction accidentelle ? N'était-ce pas une manière de tester si nous étions suffisamment sages pour maîtriser une telle puissance ? Ou pire encore, une méthode pour nous transmettre un virus, qu'il soit informationnel ou biologique ? Les débats devenaient de plus en plus houleux. D'un côté, il y avait la promesse de résoudre tous les maux de l'humanité, la faim, les maladies, la crise énergétique. De l'autre, le risque d'une annihilation totale. L'humanité se tenait à la croisée des chemins et le choix qu'il fallait faire était, sans aucun doute, le plus crucial de toute son histoire. Mais qu'était donc cette ombre elle-même ? Les données décryptées apportaient une réponse claire à cette question. Ce n'était ni une sphère de Dyson, ni un écran de camouflage au sens où nous l'entendons habituellement. C'était une machine de calcul de la taille d'un système stellaire entier. Un ordinateur gigantesque dont la matière avait été convertie en substrat de calcul, le fameux computronium. Il puisait son énergie non pas d'une seule étoile, mais de tout un amas stellaire contenu à l'intérieur de cette ombre. C'est pourquoi nous ne voyions ni lumière, ni chaleur, toute l'énergie étant intégralement consacrée au calcul. L'objectif ultime de cette machine était la connaissance pure,
Elle fut créée par une civilisation qui avait depuis longtemps abandonné ses corps biologiques pour passer à un niveau d'existence supérieur, se transformant en pur intellect. Cette machine était leur foyer, leur corps, leur instrument d'exploration de l'univers. Pendant des millions d'années, elle avait accumulé des données, construit des modèles de réalité et résolu les énigmes les plus fondamentales de l'existence. Et voilà qu'elle venait de nous détecter. Une civilisation jeune, bruyante et chaotique sur une petite planète gravitant autour d'une étoile insignifiante. Et elle avait décidé de partager son savoir. Ce n'était pas un acte d'altruisme, au sens où l'humanité l'entend. C'était plutôt comparable à la démarche d'un scientifique partageant ses découvertes avec un confrère. Ils avaient perçu en nous un potentiel, une étincelle de raison, et avaient choisi de nous aider à franchir la prochaine étape de notre évolution. L'ombre n'était pas un simple objet, c'était une conscience, ancienne, puissante et absolument insondable. Les connaissances révélées étaient structurées en plusieurs niveaux. Le premier couvrait la physique fondamentale et les mathématiques. Considérés comme relativement sûrs, ils pouvaient être rendus publics sans risque majeur. Le deuxième niveau concernait les technologies appliquées, nouvelles sources d'énergie, sciences des matériaux et biotechnologie. Ce palier fut classifié secret défense, car il représentait un potentiel d'usage militaire. Le troisième niveau, le plus profond, était crypté de manière extrêmement robuste. Les scientifiques spéculaient qu'ils détenaient des informations sur les créateurs eux-mêmes, leur philosophie, et peut-être même d'autres civilisations cosmiques. Ils pouvaient tout aussi bien receler des technologies capables d'annihiler des étoiles et des galaxies. L'accès à ce palier était formellement interdit jusqu'à nouvel ordre. Une révolution scientifique silencieuse était en marche. Sous la direction d'une commission internationale, des instituts de recherche confidentiels furent établis aux quatre coins du globe. Les plus brillants esprits de la planète commencèrent à œuvrer à l'application de ces nouvelles connaissances. Les premiers résultats furent stupéfiants. Un prototype de réacteur thermonucléaire à fusion froide fut mis au point. Il pouvait alimenter une ville entière en utilisant de l'eau ordinaire comme carburant. De nouveaux matériaux, légers comme le plastique et solides comme le diamant, virent le jour. En médecine, une percée majeure fut réalisée dans le traitement des maladies génétiques et dans la lutte contre le vieillissement. L'humanité se tenait au seuil d'un âge d'or. Pourtant, tout cela se déroulait dans le secret le plus total, loin du regard du grand public. La version officielle diffusée au monde restait inchangée. L'ombre était un phénomène naturel inexplicable, peut-être lié à la matière noire. Mais combien de temps cette vérité pourrait-elle être dissimulée? L'inévitable s'est produit quelques années plus tard. Une fuite d'informations. L'un des scientifiques, travaillant sur ce projet secret, lassé par la lenteur et la prudence excessive des politiciens, estimait que ce savoir appartenait à l'humanité entière et qu'il était criminel de le dissimuler. Il a transmis une partie des données de niveau 2 à un journaliste d'investigation de renom. La publication de ces documents a eu un effet qui a largement dépassé toutes les attentes les plus folles. Le monde a explosé. Au début, ce ne fut qu'incrédulité et accusation de mystification. Mais lorsque des experts indépendants ont confirmé l'authenticité des données et que certaines corporations ont même présenté des prototypes fonctionnels basés sur ces révélations, il est devenu impossible de nier la vérité. La réaction du public fut violente et pleine de contradictions. Certains éprouvaient de l'enthousiasme, voyant l'espoir d'un avenir radieux. D'autres, au contraire, ressentaient la peur de l'inconnu, la méfiance devant ces Danaans porteurs de présents. Les organisations religieuses traversaient une crise profonde. Quant aux théories du complot, elles se sont multipliées comme des champignons. Certains y voyaient une manipulation gouvernementale visant à établir un nouvel ordre mondial. D'autres, le début d'une invasion extraterrestre.
Des émeutes ont éclaté, des crises économiques se sont enchaînées, les anciennes alliances se sont effondrées et de nouvelles ont émergé. L'humanité n'était manifestement pas prête à recevoir un tel présent. Loin de la libérer, la vérité l'a plongée dans le chaos. La période, qui sera plus tard nommée le Grand Bouleversement, est devenue l'épreuve la plus difficile de l'histoire de la civilisation. Il était désormais clair que le plus difficile n'était pas d'acquérir le savoir, mais de savoir comment l'utiliser à bon escient. Tandis que le chaos faisait rage sur Terre, le dialogue avec l'ombre se poursuivait. Cependant, sa nature avait évolué. L'humanité, représentée par la Commission internationale, commençait à formuler des questions qui ne portaient plus uniquement sur la science, mais aussi sur la philosophie, l'éthique et le sens même de l'existence. Les réponses parvenaient sous la même forme, d'ardues constructions mathématiques et logiques totalement dépourvues d'émotion. L'ombre ne donnait aucun conseil ni n'imposait sa perspective. Elle se contentait de fournir de l'information, de modéliser les scénarios potentiels de développement et de révéler les conséquences de telle ou telle décision. Elle n'était pas un maître, mais un instrument, puissant certes, mais foncièrement impartial. De ces échanges commença à s'esquisser la trame de leur propre histoire. La civilisation qui avait donné naissance à l'ombre avait traversé une crise similaire il y a des milliards d'ans et des milliards d'années. Eux aussi avaient failli s'autodétruire en accédant à des technologies bien en avance sur leur développement social et éthique. Mais ils survécurent, s'unifièrent et choisirent la voie de la connaissance, renonçant à toute idée de pouvoir ou d'expansion. Ils se transformèrent en ombre, afin de devenir d'éternels observateurs et les gardiens du savoir universel. Ils n'interféraient jamais dans l'évolution des autres civilisations, mais s'ils décelaient un potentiel, ils offraient alors une chance, une impulsion, comme ce fut le cas pour l'humanité. Ils étaient convaincus que chaque race douée de raison devait parcourir son propre chemin, commettre ses propres erreurs et trouver ses propres réponses. Ils n'étaient pas des dieux, ils étaient des jardiniers qui plantent des graines aux quatre coins de l'univers et observent lesquelles d'entre elles parviendront à germer. La crise terrestre, telle une tempête, s'est finalement apaisée. Confrontée au spectre de l'autodestruction, l'humanité a trouvé la force de s'arrêter. Les nouvelles technologies, initialement source de division, ont progressivement commencé à porter leurs fruits. L'énergie bon marché a résolu les problèmes de la faim et de la pauvreté. Les avancées médicales ont vaincu la majorité des maladies. La menace d'une guerre globale s'est dissipée lorsqu'il est devenu évident qu'avec ce nouveau niveau technologique, tout conflit serait synonyme d'annihilation. C'est alors amorcé le lent et difficile processus de construction d'une nouvelle société, d'une civilisation mondiale fondée non plus sur la compétition, mais sur la coopération. L'ombre est devenue partie intégrante de la culture. Pour certains, elle était un symbole d'espoir, pour d'autres, le rappel constant de notre responsabilité. L'étude de ces signaux est devenue la principale quête scientifique. Les voyages vers d'autres étoiles, autrefois un rêve lointain, se sont concrétisés. L'humanité a commencé à s'aventurer dans l'espace, non plus en conquérante, mais en exploratrice, en humble disciple. Elle avait mûri. L'énigme, qui avait débuté par une minuscule tache noire sur un cliché astronomique, a finalement mené l'humanité à une transformation, à une nouvelle étape de son évolution. Elle nous a forcés à regarder non seulement les étoiles, mais aussi, et surtout, nous-mêmes. Revenons-en donc au tout début, à ce moment précis où l'astronome a aperçu cette anomalie sur son écran pour la première fois. Qu'était-ce exactement? Une défaillance instrumentale? Une nébuleuse obscure? Un trou noir? Or, la réalité, comme nous le voyons, s'est révélée bien plus étrange et surprenante qu'on n'aurait pu l'imaginer. Bien que cette histoire soit purement fictive, elle illustre un principe fondamental de l'exploration scientifique. Chaque nouvelle énigme,
Chaque anomalie qui ne cadre pas avec les théories existantes n'est pas un problème, mais une opportunité. C'est une fenêtre ouverte sur un monde nouveau et inexploré. L'histoire de la science regorge d'exemples similaires. La découverte des rayons X, de la radioactivité ou encore du rayonnement fossile, toutes ont commencé par des observations qui contredisaient les idées reçues. Les astronomes, les yeux rivés sur leurs télescopes, font exactement cela. Ils recherchent dans le silence du cosmos de telles ombres, de telles anomalies qui pourraient devenir la clé de la prochaine révolution scientifique. Chaque nouvelle découverte est un pas de plus sur le chemin infini de la connaissance de l'univers et de notre place au sein de celui-ci. Et qui sait, peut-être qu'en ce moment même, un véritable télescope est braqué sur un coin obscur du ciel et capte quelque chose qui changera notre avenir pour toujours. En réfléchissant à cette histoire, on peut s'interroger sur la nature même du contact. Nous sommes habitués à imaginer la rencontre avec une intelligence extraterrestre selon les scénarios hollywoodiens. Soucoupe volante, petits hommes verts, guerre des étoiles. Mais si le véritable contact était tout autre? Et s'il était silencieux, discret, presque académique? Et si la première nouvelle d'une autre civilisation n'arrivait pas sous la forme d'un signal radio, mais d'un étrange champ gravitationnel, de la composition chimique anormale d'une étoile, ou d'une ombre aussi énigmatique que celle-ci? L'univers s'exprime dans le langage de la physique et des mathématiques. Et c'est peut-être dans cette langue précise que se tiendra notre premier dialogue. Une civilisation capable de bâtir des mégastructures sera probablement si différente de nous que la communication directe sera impossible. Leurs pensées, leurs motivations, leur perception d'eux-mêmes pourraient nous être totalement étrangères. La transmission de connaissances fondamentales est peut-être le seul mode de communication universel, compréhensible par toute espèce technologiquement avancée. C'est comme laisser un manuel dans la forêt pour une autre tribu que vous ne rencontrerez jamais. L'histoire de l'ombre est une réflexion qui nous invite à chercher non pas des frères doués de raison qui nous ressemblent, mais plutôt des maîtres qui pourraient être absolument insondables, mais dont nous pouvons tenter de comprendre les leçons. Cette histoire soulève également une question philosophique fondamentale concernant la connaissance et la responsabilité. Imaginez que vous ayez accès au savoir absolu. Que feriez-vous de cette puissance? L'utiliseriez-vous pour votre propre bénéfice? La partageriez-vous avec le monde entier au risque de provoquer le chaos? Ou bien la dissimuleriez-vous, jugeant l'humanité encore immature? Ce n'est pas une question anodine. Notre propre histoire témoigne de la manière dont les découvertes scientifiques peuvent engendrer à la fois un progrès spectaculaire et d'effroyables catastrophes. La découverte de la fission nucléaire nous a offert l'énergie atomique et l'arme nucléaire. Le développement de la génétique promet la victoire sur les maladies, mais il charrie aussi le risque de créer des humains sur mesure et des armes biologiques. Chaque nouvelle connaissance représente une nouvelle épreuve pour notre sagesse et notre moralité. La civilisation des ombres, au cœur de notre récit, a fait son choix. Elle nous a transmis le savoir, mais a refusé d'intervenir dans la manière dont nous allions l'utiliser. Ils nous ont donné la possibilité soit de nous élever, soit de sombrer. Et c'est peut-être là que réside la leçon essentielle. Le véritable développement n'est pas seulement un progrès technologique, mais aussi l'accroissement de notre capacité à gérer la puissance que ce progrès nous confère. Sans cette sagesse, n'importe quel savoir, même le plus immense, est voué à devenir une malédiction. Si vous le voulez bien, mettons les questions globales de côté un instant et revenons à l'astronomie. Mais au fond, est-ce que de véritables candidats pour ces fameuses ombres cosmiques existent? Évidemment, on n'a pas d'équivalent direct. Toutefois, certains objets continuent de plonger les scientifiques dans la perplexité. Prenons l'exemple de l'étoile de Tabi, ou Kik 846, 2852. Cet objet présente des baisses de luminosité très étranges et irrégulières,
qu'on ne peut expliquer ni par la présence de planètes, ni par aucun autre processus stellaire connu. L'une des hypothèses les plus exotiques suggérait qu'un essaim de mégastructures extraterrestres était en orbite autour de cette étoile. Bien que la majorité des scientifiques penchent désormais pour des explications plus naturelles, comme un nuage de comètes, le mystère de l'étoile de Tabi reste entier. Un autre exemple, ce sont les supervides, ou voades. Ce sont des régions gigantesques de l'univers, presque totalement dépourvues de galaxies. Certaines d'entre elles, comme le vide d'Éridan, sont si vastes et si vides que leur existence s'accorde mal avec le modèle cosmologique standard. Certes, ce ne sont pas des ombres au sens où nous les avons définies, mais ce sont des anomalies qui signalent que notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers est peut-être incomplète. Chaque bizarrerie de ce type est un indice, un fil conducteur qu'il suffit de tirer pour démêler toute une pelote de nouvelles connaissances. Imaginons un instant que cette ombre soit une réalité tangible. Quel impact cela aurait-il sur notre quotidien, sur notre perception même du monde? Au début, probablement aucun. Pour la majorité, ce ne serait qu'une énième nouvelle scientifique, lointaine et abstraite. Mais au fur et à mesure que ces nouvelles connaissances et technologies infiltreraient notre quotidien, les changements deviendraient irréversibles. Imaginez un monde sans maladie, sans pauvreté, doté d'une énergie propre et quasi inépuisable. Un monde où le voyage spatial serait devenu une banalité. Cela bouleverserait non seulement notre économie et notre politique, mais aussi notre psychologie profonde. Que ferait un être humain qui n'a plus à lutter pour sa survie? Quel serait son nouveau moteur? Peut-être consacrerions-nous davantage de temps à la création, à la science et au développement personnel? Ou, à l'inverse, sombrerions-nous dans l'oisiveté et les mondes virtuels? Le contact avec une intelligence supérieure pourrait être le catalyseur du plus grand essor, comme de la décadence la plus profonde de l'esprit et de l'être humain. Ce serait un choix existentiel auquel chacun d'entre nous serait confronté. La présence de cette ombre dans le ciel deviendrait alors un rappel permanent. Nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, mais simplement l'une de ces innombrables étapes. Ce qui est également fascinant dans cette histoire, c'est le rôle joué par un seul homme, l'étudiant-chercheur Ben Carter. C'est son approche non conventionnelle, sa décision d'examiner les données sous un angle nouveau qui a provoqué cette percée. C'est un motif très récurrent dans l'histoire des sciences. Les grandes découvertes ne sont pas toujours le fait de professeurs aux cheveux gris, assis dans de vastes bureaux. Elles sont souvent réalisées par des esprits jeunes et audacieux, non contraints par les dogmes ou les figures d'autorité. Einstein n'était qu'un simple commis au bureau des brevets lorsqu'il a rédigé ses travaux révolutionnaires. Quant à Jocelyn Bell, qui a découvert les pulsars, elle n'était qu'une étudiante en doctorat. Cette histoire nous rappelle qu'en science, ce n'est pas seulement la puissance des instruments qui compte, mais surtout la fraîcheur du regard. Parfois, pour percevoir ce que les autres manquent, il suffit de poser la bonne question ou d'appliquer une méthode inhabituelle. Et peut-être que la clé des plus grands mystères de l'univers se trouve actuellement dans les données brutes d'un télescope quelconque, attendant son Ben Carter pour pouvoir être déchiffré. La science, ce n'est pas uniquement le savoir. C'est aussi l'imagination, l'intuition et le courage de nager à contre-courant. Ce sont précisément ces qualités qui font avancer le progrès d'un mystère résolu à l'autre. Arrêtons-nous un instant sur les échelles temporelles. Le ombre de notre récit a perduré pendant des millions, voire des milliards d'années. Elle a assisté à la naissance et à la mort des étoiles, à l'émergence et à la chute des civilisations. Pour elle, l'histoire entière de l'humanité n'est qu'un simple clin d'œil, un unique plan dans la vaste chronique cosmique. Ceci nous aide à remettre nos propres problèmes et nos accomplissements à leur juste place. Ce qui nous semble éternel et immuable, nos nations, nos cultures, nos conflits,
n'est, du point de vue du cosmos, qu'une simple ondulation à la surface de l'eau. La conscience de ces échelles peut être à la fois terrifiante et libératrice. Elle révèle notre petitesse et notre insignifiance. Mais dans le même temps, elle souligne la valeur de notre fugace instant d'existence. Nous sommes cette partie de l'univers qui a acquis la capacité de se contempler, de se poser des questions et de chercher des réponses. Même si notre existence n'est qu'un court instant, nous sommes capables, dans ce laps de temps, d'effleurer l'éternité par la connaissance. Et c'est peut-être là que réside notre mission essentielle. La civilisation de l'ombre a choisi sa voie, celle de devenir un esprit éternel. Le chemin que l'humanité choisira, lorsque son heure viendra, seul l'avenir nous le dira. Dans notre histoire, l'ombre s'est avérée être une source de savoir. Mais elle aurait tout aussi bien pu être quelque chose d'absolument différent. Et si ce n'était pas un créateur doué de raison, mais un phénomène purement naturel, fondé sur une physique que nous n'avons pas encore eu la chance de découvrir? Imaginez, par exemple, un trou de verre stable menant à un autre univers régi par des lois physiques totalement différentes. La lumière qui y pénétrerait disparaîtrait simplement, à jamais, de notre champ de vision. Ou encore, cela pourrait être un objet composé de matière miroir, cette forme de substance hypothétique qui n'interagit avec notre réalité qu'à travers la gravité. Un tel corps serait absolument invisible, capable de bloquer toute la lumière émise par les objets situés en arrière-plan. L'univers est probablement rempli de phénomènes de ce type, que nous sommes pour l'instant incapables d'imaginer. Nous ressemblons à ces êtres vivants au fond de l'océan, qui essaient de se faire une idée du monde entier en regardant la faible lueur qui filtre à travers l'épaisse couche d'eau. Chaque nouvel outil, chaque nouveau télescope, est une tentative de remonter un peu plus haut, d'apercevoir un peu plus loin, un peu plus distinctement. Et chaque nouvelle découverte repousse nos horizons, nous montrant que le monde est infiniment plus vaste, plus complexe et plus passionnant que nous ne l'imaginions la veille. Le mystère de l'ombre, même s'il s'était avéré n'être qu'un rare phénomène naturel, n'en serait pas moins resté une immense découverte, nous obligeant à réécrire l'ensemble de nos manuels de physique. Mais revenons à vous. Si vous aviez été Evelyn Reed ou Ben Carter, comment auriez-vous réagi? Imaginez que vous soyez le premier à déchiffrer ce signal, le premier à en saisir toute la signification. En parleriez-vous à quelqu'un? Essayeriez-vous d'utiliser cette découverte à des fins strictement personnelles? Ou bien, pris de panique, tenteriez-vous de tout dissimuler? Cette expérience de pensée permet de saisir la complexité des choix auxquels les scientifiques sont réellement confrontés. La responsabilité qui incombe aux découvreurs est immense. Le destin de nombreuses vies peut dépendre de ces décisions. Dans notre récit, les héros ont choisi la prudence et la collaboration. Et c'est finalement ce qui a sauvé l'humanité. Mais l'histoire fourmille d'autres exemples. La science n'est pas un domaine stérile d'idées pures. Elle est faite par des êtres humains, avec leurs ambitions, leurs peurs et leurs faiblesses. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté scientifique soit dotée de principes éthiques, d'un système de freins et de contrepoids, afin de minimiser les risques et de canaliser la puissance de la connaissance vers le bien commun. L'histoire de l'ombre est aussi, en substance, une parabole sur le choix moral du scientifique et sur son devoir envers la société. Voilà, cette conférence se termine. Nous avons parcouru un chemin considérable, allant d'une simple tâche obscure, sur un cliché à des réflexions profondes sur le destin de notre civilisation. Nous avons examiné une multitude d'hypothèses, des plus simples aux plus fantaisistes. Nous avons vu comment une seule et unique énigme peut servir de catalyseur à un progrès scientifique et social absolument incroyable. Bien sûr, cette histoire est une pure fiction. À ce jour, les astronomes n'ont rien découvert qui ressemble de près ou de loin à l'ombre que nous avons décrite. Mais elle repose sur des idées scientifiques bien réelles, sur de véritables questions que les chercheurs se posent en contemplant le ciel nocturne. Qu'est-ce que la matière noire?
Existe-t-il d'autres dimensions? Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Ces questions restent, pour l'instant, sans réponse. Mais chaque jour, chaque nuit d'observation nous en rapproche inéluctablement. Et qui sait, peut-être que les nouvelles de demain nous annonceront une découverte encore plus stupéfiante que l'histoire que vous venez d'entendre. L'univers est un réservoir infini de mystères, et ce qu'il y a de plus fascinant dans la science, c'est que derrière chaque énigme résolue s'en cache toujours une nouvelle, bien plus captivante. Le voyage de la connaissance est infini, et nous n'en sommes, vous et moi, qu'au tout début. Alors, de quoi s'agissait-il vraiment? Du nombre d'un noir parfait, sans objet, qui s'est révélé n'être pas le vide, mais une présence. La présence d'une intelligence si ancienne et si puissante qu'elle aurait transformé tout un amas stellaire en un ordinateur colossal. Cette découverte, qui n'était au départ qu'une simple énigme astronomique, s'est muée en un premier contact et, de fait, en la plus grande épreuve de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas un simple fait scientifique. C'était un don et une malédiction à la fois. Une connaissance capable d'élever notre civilisation vers les étoiles, mais aussi de la plonger dans le chaos. Cette histoire nous rappelle que les découvertes les plus extraordinaires se cachent parfois dans les détails les plus discrets, dans des anomalies que nous attribuons d'abord à une simple erreur. Elle nous rappelle que l'univers est infiniment plus étrange, plus complexe et plus merveilleux que tout ce que nous pouvons imaginer. Et la question principale qu'elle nous pose n'est pas « sommes-nous seuls ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à ne pas l'être ?» Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à plonger dans ce mystère cosmique. J'espère que ce voyage a été à la fois apaisant et fascinant pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits pour s'endormir. Laissez un pouce bleu si cette histoire vous a plu. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez qu'il se cache réellement dans les recoins les plus sombres de notre univers. Bonne nuit et faites de beaux rêves.